Bon, bah, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Bah Jacques. ouais. Bonjour Bonjour Pierrot. Redek, bonjour Pierrot. Salut Jacques, salut Redek. Alors on a le plaisir d'accueillir les deux youtubeurs du MOC dans ce salon du livre aujourd'hui. Alors le MOC, je vais vous laisser vous présenter, mais on peut dire que c'est avant tout, vous décrivez vous-même comme une autre approche de la littérature dont le but est d'enrichir considérablement les fondateurs pour qu'ils puissent enfin rencontrer Beyoncé. Bien. On a Exactement. envie de changer ça. Si vous voulez Et Ouais. ça montre bien qu'on a fondé la chaîne quand même il y a 5 ans. Et on avait déjà à l'époque un humour ravageur. Pierrot, tu veux rajouter quelque chose? Bah non, ça ne nous rajeunit pas, c'est beau le temps qui passe, mais c'est vrai que Beyoncé, franchement, je dis pas non hein, quand même. Vous l'avez Pour toujours pas rencontré? la rencontrer. Bah non, malheureusement, mais je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire, un peu sur le mélange un peu entre les people et les idées un peu radicales, quoi. Donc je vous laisse vous présenter. Vous êtes donc deux youtubeurs lyonnais de cœur, Oui, youtubeurs littéraires. ouais, Exactement. Et on a fondé notre chaîne YouTube Le Moc il y a maintenant un peu plus de 5 ans et demi, et dans laquelle on parle donc de littérature classique, mais pas que. On parle aussi, en fait, l'objectif, c'est d'ouvrir la littérature à des questions philosophiques, à des questions contemporaines, et surtout de partager cette émotion qu'on a lorsqu'on lit. Là, je pense, voilà, par exemple, un livre comme Macbeth ou comme L'étranger, un livre. et de partager cette émotion. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on va la partager. Au début, on s'est pas la partager en faisant marrer les gens qui sont sur YouTube, les spectateurs, un peu comme on fait marrer nos potes. Et il se trouve que par la suite, on s'est rendu compte que l'inconvénient de ça, c'était que on tournait en dérision, et donc on rendait dérisoire des œuvres qui nous avaient touchés et donc qui étaient sérieuses. Et donc on s'est dit, il faut peut-être pas passer par là. Et on a fait un épisode sur l'étranger avec notre ami Antoine Gaimin qui prête sa voix à Meursault. Et là, en mettant en scène cet extrait de l'étranger, on s'est dit, mais oui, en fait, il faut qu'on passe par l'émotion pure pour pouvoir transmettre. Comme ça qu'on s'est amené peu à peu, on a été amené peu à peu à mettre en musique et en dessin animé, ou plutôt à faire mettre en musique et en dessin animé des poèmes et des textes en tout genre par des amis, d'un côté. Et de l'autre côté, donc il y a une dimension émotion, et de l'autre côté, il y a une dimension plutôt réflexive avec, par exemple, un format qui s'appelle Pour ou Contre, dans lequel on discute de questions littéraires et philosophiques. Est-ce que c'est bien ça, Pierrot? J'ai pas grand-chose à rajouter, tu as fait ça parfaitement. Non, effectivement, l'idée c'est de dire qu'on a commencé il y a 6 ans et que c'est une chaîne qui a évolué avec nous, mais dont on pense que aujourd'hui elle a vraiment, comment dire, trouvé un peu un équilibre qui permet de toucher les gens de notre âge et les gens qui sont plus âgés, pardon, dans une façon un peu de se dire que la littérature et la littérature classique, mais pas seulement, eh bien, elle a vraiment énormément de choses à dire sur notre quotidien aujourd'hui, que ce soit par la réflexion ou par l'émotion, et souvent par les deux ensemble. Voilà. Non? Tu notes comment, Redek, mon résumé? Je pense que tu as raison. Bon, super. Bah, contrairement Voilà. pour ou contre, là, on est d'accord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, vous pouvez aller vous abonner à la chaîne du MOC, mettre la cloche. Et un Exactement. deuxième point, c'est le livre dont on va parler aujourd'hui que vous avez écrit, classique, 18 conversations désopilantes et néanmoins érudites sur la littérature. Ouais. Et ben, ce titre, a posteriori, on est en doute dessus parce que initialement, il nous faisait énormément rire, on le trouvait complètement stupide. Le fait de dire soi-même qu'on allait mettre en scène des conversations désopilantes avec un sous-titre complètement à rallonge. Mais ça explique bien, je trouve, la démarche qu'on a voulu avoir dans ce livre, c'est-à-dire proposer vraiment quelque chose de différent. C'est-à-dire que autant en vidéo, finalement, parler de littérature en vidéo et essayer de faire de l'humour autour de ça, on était dans le risque de la dérision. Autant, et c'est vrai que finalement, en y repensant, Pierrot, je sais pas si tu es d'accord, mais je trouve pas que dans ce livre-là, qu'on a voulu très drôle, et que je trouve encore aujourd'hui très drôle, je sais pas si vous êtes d'accord, et ben, Pas tant que si, mon gars. je trouve pas qu'il y ait une question, je trouve pas que les textes qu'on aborde soient abordés avec dérision. Je crois au contraire que Non. l'humour sert ici vraiment le sérieux de notre démarche, et le fait qu'on parle de questions quand même hyper dures, tout Mm. simplement, par exemple, parfois le rapport homme-femme dans notre société, par exemple, on en parle dans le chapitre sur Louise Labbé et Wonder Woman. Wonder Woman, Mhm. tout un tas de choses Carrément. comme ça, donc des questions assez importantes. Et pourtant, l'humour qu'on a voulu très présent dans ce livre ne vient pas rendre l'objet qu'on traite dérisoire. Non, c'est vrai, mais je pense que c'est parce que
La question de l'humour, elle est tellement piégeuse, quoi, qu'il a fallu qu'on fasse un sacré chemin aussi sur la question. C'est que, comme tu commençais à le dire au début, c'est que, enfin, quand nous on a commencé en 2015 sur YouTube, l'humour, c'était vraiment, la clé. Tu faisais de la vulgarisation, il fallait que tu fasses des blagues parce que sinon c'était hyper chiant et personne ne pouvait le supporter. Et voilà, de se rendre compte qu'en fait, l'humour peut jouer comme respiration, mais peut vraiment aussi être un obstacle. En fait, et il y a eu tout un moment sur YouTube où les gens ont dit mais arrêtez de faire des blagues. En fait, pas à nous, heureusement, ça aurait été un peu vexant, mais de dire un peu collectivement aux vulgarisateurs, cessez de chercher à être drôle et juste parler de ce qui vous intéresse parce que nous, on est là pour ça. Donc, prenez pas des pincettes comme si, oh là là, dès qu'on réfléchit 3 minutes, on est des vieux papis, quoi. Enfin, c'est pas ça. Donc, je pense qu'effectivement, dans ce livre, c'est un peu le fruit, en tout cas, d'une part de cette réflexion-là, de chercher à doser un peu, que ce soit de la respiration, mais que ce soit pas un obstacle, je dirais. Et ce livre s'appelle Classique. Pardon, Jacques, toi, non, t'as mais trouvé ça drôle ou t'as trouvé ça pas drôle du tout? Si, non, mais dans le bouquin, oui, l'humour est un moyen vraiment de relancer constamment l'attention du lecteur et de faire passer vos idées avec toujours, enfin, beaucoup d'exemples, des exemples, vous confrontez des œuvres, que ce soit des films et des films et des livres, des romans, de la poésie, dans le cas de Louise Labbé que vous évoquiez, ou de Ronsard. Et à chaque fois, ces illustrations vous permettent de faire passer un message. Donc, si vous cherchez un cadeau de Noël, chez Albin Michel, classique. Oui, et d'ailleurs, classique, c'est le thème de la conférence d'aujourd'hui. Oui. Ce que les classiques disent d'aujourd'hui. Est-ce que vous voulez commencer par donner une définition? Qu'est-ce que c'est un classique? C'est extrêmement vaste comme terme. Si vous deviez donner quelques pistes pour définir ça. Tu veux commencer, Pierrot, ou tu veux que je commence? Non, vas-y, je pense que c'est avant tout ton thème à toi, mais... Oui, c'est vrai. C'est parce que je travaille sur les. En fait, je fais une thèse entre autres sur la question de qu'est-ce que c'est qu'un classique. Mais en effet, classique, tout d'abord, étymologiquement, ça vient de classicus. Il est parti. Non, mais au moins, comme ça, on a la base, même si l'argument étymologique est toujours à prendre avec des pincettes, déjà parce que il est très souvent erroné. Classicus, ça veut dire citoyen de première classe. Donc, il y a déjà une dimension sociale qui est très importante. Et surtout, concrètement, le classique, c'est celui qui doit être imité. C'est-à-dire que c'est celui qui a le plus de valeur en tant qu'il provient justement qu'il a la valeur du citoyen de première classe. Et en tant qu'il a de la valeur, c'est ce qui doit être imité. On voit donc que d'emblée, dans la notion de classique, il y a l'idée d'un modèle et donc il y a l'idée aussi d'une production. Finalement, c'est ça qui est intéressant. Je n'y avais jamais pensé, figurez-vous. Mais c'est intéressant parce que non, mais quand on dit ce qui doit être imité, c'est-à-dire qu'on prévoit, c'est-à-dire qu'on a un rapport à l'œuvre en fonction non pas, on veut pas former des lecteurs, mais on veut former des producteurs de textes. Et c'est pas anodin, puisqu'en fait, initialement en France, l'enseignement du français, c'est très très tardif, hein, ça date de la fin du 19e siècle, l'enseignement du français comme on le connaît, matière français. Avant, il n'y a pas ça. Avant, il y a une matière qu'on appelle la rhétorique et une matière qu'on appelle la grammaire latine. Et ces deux matières vont se mélanger pour faire la rhétorique française et la grammaire française. C'est ce qu'on fait aujourd'hui en France. Et la littérature française et la grammaire française. Mais initialement, donc, ce qui intéresse les professeurs quand ils vont prendre les classiques donc pour les mettre dans les classes, c'est de faire produire à leurs élèves des discours qui vont imiter les modèles. Et donc finalement un classique c'est d'abord quelqu'un qu'on imite, mais c'est surtout quelqu'un qui va être finalement c'est une œuvre qui va être fertile parce qu'elle va aider à produire des discours. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le classique, ce n'est plus celui qui nous aide à produire des discours, par exemple en rhétorique, mais c'est celui qui, au contraire, va, comme peut-être castrer, stériliser la production, parce qu'il va être mis dans les classes. Et en classe, on étudie des poètes qui sont des classiques. Et on a fait une vidéo, par exemple, qui s'appelle « Les poètes sont-ils tous morts ?» mais qui pose bien une question. On se dit, OK, qui sont les poètes aujourd'hui? Les poètes, je ne sais pas si Paul Verlaine, Victor Hugo, ils sont tous morts et ils sont tous dans les classes. Et c'est tous des classiques. Et donc, il y a eu un mouvement assez étonnant, en fait, du classique qui, à la base, était fertile à un classique qui devient stérile parce qu'il est objet de vénération. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le fait de formuler ça, moi, ça me rend toute chose.
Moi, je suis d'accord avec toi, je dois dire. Et je pense qu'effectivement, ce qui s'est joué un peu historiquement et permet d'éclairer vachement cette notion-là de classique qui est prise comme quelque chose de très naturel. C'est qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de naturel dans le talent. La littérature classique, c'est les bons livres. Et la littérature qui est pas classique, c'est-à-dire souvent celle qui est un peu contemporaine, les livres d'aujourd'hui, c'est la rentrée littéraire, c'est Marc Lévy, etc. Ça, c'est pas de la littérature classique parce que c'est de la littérature qui est un peu, ouais, déconsidérée l'un par rapport à l'autre, quoi. Donc effectivement, cette distinction-là, elle est présentée comme naturelle et comme de tout temps et tout le monde est d'accord, etc. Mais en fait, effectivement, l'histoire montre que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Mais en revanche, il y a effectivement quelque chose qui est de dire, est-ce que du coup, la littérature classique, ça ne veut plus rien dire? Ce serait compliqué pour une chaîne qui se vend un peu comme telle, quoi. Euh, et je pense que parmi les facteurs qui nous importent et qu'on a retenu un peu dans cette question-là et dans ce cheminement-là, c'est le fait de dire que c'est des œuvres qui ont inspiré d'autres œuvres. Euh, et dans cet élément-là, dans le fait de dire, euh, ce qui est classique, c'est pas ce qui est vieux. C'est-à-dire que parfois on reçoit des mails un peu pour dire est-ce que vous voulez pas parler du journal des frères Goncourt parce que vous savez et parce que vous êtes justement dans ce truc-là un peu 19e, la littérature classique, etc. Et on dit mais pas vraiment parce que ce qui nous importe nous, c'est les livres qui sont séminaux, qui sont fertiles pour les autres, c'est-à-dire non seulement pour les lecteurs, mais des lecteurs qui ensuite deviennent eux-mêmes auteurs. C'est-à-dire qu'ils ont tellement été un peu touchés, ils se sont tellement dit à la lecture de ces livres-là que la littérature est un moyen pareil à aucun autre de pouvoir dire des choses qui sont vraies, qu'ils se sont dit, eh ben, moi aussi, pour ce que j'ai envie de dire, je vais passer par la littérature. Et voilà, donc je dirais que ce rapport de fertilité, pour nous, a toujours été un peu décisif. Oui, et d'ailleurs, finalement, donc c'est intéressant parce que en fait, c'est le rapport qui est C'est intéressant, dit-il. Merci. premier. Mais non, mais Merci, Abid. non, mais c'est non, mais c'est le premier. Non, mais c'est intéressant parce que c'est le premier rapport historique, on va dire finalement, la notion de classique en un sens, qui nous touche particulièrement. Et en même temps, il y a aussi cette dimension que tout le monde fait un peu ressortir quand on parle de classique. On dit qu'est-ce que c'est que le classique? C'est souvent, alors c'est évidemment quelque chose qui a été construit historiquement. On pourra en parler hein, avec par exemple Attali, mais avec plein d'autres choses, plein d'autres œuvres. Un classique, c'est avant tout une œuvre qui s'est construite historiquement, souvent par les hasards de l'histoire, comme un objet patrimonial enseigné dans les classes, souvent pour des raisons politiques d'ailleurs. Et donc voilà. Mais il y a quand même une chose qui est étonnante et que de nombreux auteurs, je pense, ça a été un peu d'un des dadas des structuralistes dans les années 70, 60-70, de dire oui, mais en fait, les classiques, c'est souvent ces livres irréductibles au discours, qui sont un peu ces livres en fait qui n'épuisent jamais le discours, qui toujours revient à cette source, etc. Bref, en gros l'idée que c'est des livres où un commentaire de texte ne suffit jamais à les achever en fait. Et en fait, souvent dans les études littéraires, on ironise un peu sur ce genre de discours en disant c'est comment dire un classique peut être achevé. En fait, finalement, tous les livres sont aussi potentiellement un peu impossibles à achever. On peut toujours dire quelque chose, etc. Il n'empêche que l'étranger ou les fleurs du mal, oui, c'est des œuvres qui étonnamment résistent toujours quand même malgré tout au discours et on a toujours des choses nouvelles à dire dessus. Et quand le temps avance, il y a toujours des choses, ça touche toujours les gens. Alors qu'il y a d'autres livres, pas du tout. Enfin, et c'est assez étonnant. Il y a quand même un mystère, en effet, autour de ces livres-là. Et c'est un mystère qu'il est bon de rappeler à l'heure où, surtout, moi particulièrement, je suis dans un milieu où, étant un peu dans la recherche, je suis souvent confronté à des personnes, où je parle souvent avec des personnes qui sont un peu cyniques là-dessus, parce qu'il est de bon ton aussi, voilà, de mettre un peu tout sur un pied d'égalité. Euh, mais il est étonnant quand même de voir qu'il y a des livres qui sont vraiment meilleurs que d'autres. Et c'est bizarre, d'évidence, alors qu'on peut évidemment décortiquer, etc. Il n'empêche que l'évidence, parfois, va de soi. Ouais. J'en profite pour placer la première question du public. C'est vrai qu'on peut se dire, est-ce qu'un classique, finalement, c'est pas une œuvre qu'on n'a jamais fini de lire? À chaque fois qu'on la relit, on y voit un sens nouveau, une pièce de Shakespeare ou même Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Quand on lit à différents âges, on a l'impression de lire un bouquin totalement différent. Mais est-ce que Et alors, à l'inverse, la littérature de gare, le tout venant, vous parliez de Marc Lévy tout à l'heure,
vous avez fait une vidéo pour ou contre assez intéressante. C'est un bouquin qu'on peut voir comme à usage unique. C'est du prêt à lire, on le lit une fois, on en a retiré tout ce qu'il y avait à en retirer. Et j'en viens à une question du public, ça sous-entendrait que tu disais que certains livres sont meilleurs que d'autres. Et quelle différence alors entre le chef-d'œuvre et le classique? Qui est la première question du public. Bah, comment dire, historiquement, le chef-d'œuvre, c'est une qualification qui est liée à l'artisan. C'est-à-dire que l'artisan produit un chef-d'œuvre. Donc on dirait c'est le chef-d'œuvre de machin. Alors qu'un classique, ce serait plutôt par rapport à une qualification liée au lecteur, qui est de dire c'est un classique parce que les lecteurs sont nombreux à se retrouver dedans. Donc je dirais que c'est comme ça que je verrais la distinction, pardon. Mais après, c'est sûr que, comment dire, moi je ne rejoindrai pas totalement Redec sur cette question. Après, je pense que justement, c'est la nuance qui permet de cheminer. Mais la littérature, comment dire, dans Fahrenheit 451, il y a quelque chose d'assez fort. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais bon, c'est sorti il y a longtemps, donc si je vous le spoil, c'est pas grave. Hein, vous aviez qu'à le lire dans les années 50. Mais c'est le fait de dire que c'est des gens qui se désolent donc de la déperdition des livres parce que les livres ils sont en train d'être brûlés, etc. Et en fait, quand le narrateur en discute avec un professeur en disant mais c'est terrible parce que les livres c'est vraiment super, etc. Le professeur dit oui, mais les livres c'est pas non plus l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans les livres, mais on trouve ces choses-là non seulement dans les livres, mais aussi dans un bon film, dans une pièce de musique réussie, dans une conversation un peu approfondie et touchante avec des amis, etc. Et voilà, c'est de dire que le livre, avant tout, c'est du langage. C'est-à-dire que c'est un auteur ou une autrice qui nous parle, et donc finalement, c'est un langage qui tient pendant un temps. C'est-à-dire que la magie un peu du classique, si je peux dire, il y a un moment où elle va cesser de marcher, parce que François Villon, c'est hyper bien, mais on ne comprend plus rien. Donc si on continuait de parler sa langue, ce serait super, et probablement ce côté un peu mystérieux d'avoir toujours des choses à dire, etc., serait présent. Mais aujourd'hui, c'est un peu fini. Donc je pense que ce qui est touchant un peu, je pense, dans la littérature, ce fait de passer par le faux pour dire quelque chose d'encore plus vrai, vous voyez ce que je veux dire, qui est un peu le truc du théâtre aussi, quoi. De dire, quand quelqu'un dit « je suis Hamlet », évidemment que tout le monde sait que c'est pas Hamlet. Mais si on accepte un instant cette fausseté-là, c'est justement ça qui va donner quelque chose de vrai, de véridique, qui va se passer sur scène, quoi. Et ben du coup, une fois que les conditions cessent un peu d'être réunies, et ben le classique perd un peu de sa force. Il n'y a pas d'éternité du truc, si vous voyez ce que je veux dire. Et quand on dit un classique, Redec, t'allais enchaîner? Oui, parce que j'étais pas complètement d'accord dans le sens où, mais on en a déjà parlé dans des pour ou contre, mais l'idée de l'éternité ou de la, en plus c'était moi qui tenais c'était moi qui tenais ta position, c'était dans le pour ou contre Fabrice Lucchini. Il n'y a pas d'éternité des génies, oui, mais en revanche, il y a quand même certains textes qui résistent, et il y a aussi l'idée que de toute façon, il y a malgré tout une beauté de la distance aussi, et un exotisme, on va dire, de la distance. Et à partir du moment où on reconnaît qu'il y a quelque chose d'inatteignable dans Villon, par exemple, eh ben, je pense qu'on peut le goûter dans toute sa saveur. Je prends un exemple très simple, l'exemple de la traduction de Jacotet de l'Odyssée, que je n'ai jamais terminé, je n'ai pas encore terminé, mais que je trouve trop belle. Et à chaque fois que je l'ouvre, je dis ah, mais c'est trop beau. T'as pas terminé l'Odyssée? C'est Philippe Jacotet. Le mec vous parle. Il n'a pas terminé l'Odyssée, le mec vous parle, quoi. Non, mais... Je l'ai lu en 5e, là, l'Odyssée, je l'ai terminé en 5e en classe, avec les... mais sinon, non, j'ai pas lu cette super traduction en entier. Et donc, c'est Philippe Jacotet qui est un poète et qui a retraduit l'Odyssée, et c'est sublime. Et il fait vraiment sentir la dimension, le fait de dire, ouais, l'Odyssée, c'est vraiment un long poème, c'est un chant, et c'est un long poème qui était chanté, et comme toute la poésie à cette époque-là, pendant très longtemps d'ailleurs, et à partir du moment où on arrive à regoûter ça, eh bien, oui, on sent très bien qu'il y a tout un tas de choses qui nous échappent et qu'il y a tout un tas de choses qu'on comprend, mais en fait qui sont un très grand malentendu, très probablement. Il n'empêche que il y a quelque chose dans ce texte-là, dans cette traduction-là, qui est touchante. Et à tel point que un autre texte, traduit par Jacotet aussi, par exemple, nous touchera beaucoup moins. Et c'est la chose, moi, qui me fait dire que il y a une certaine éternité de certains textes, ou pas une éternité, mais en tout cas
une saveur qui demeure dans le temps et qui change en partie, mais il y a une valeur. Voilà, ça, il y a une valeur de certains textes, même si la saveur change, qui demeure dans le temps. Et à partir du moment où on est lucide sur le fait que on ne retrouvera jamais la parole de Jean Racine puisqu'elle est restée au XVIIe siècle et que nous, on est au XXIe siècle et que depuis, on a vécu beaucoup de choses qui nous empêchent de façon irrémédiable de revenir à cette parole initiale. Et bien, à partir du moment où on a accepté ça, et bien, je pense qu'on peut goûter malgré tout ce qui reste, ou du moins ce qu'on. Oui, il y a des choses qui restent, qui sont passées par-delà le temps et qui peuvent nous toucher. Voilà. Donc, agree to disagree avec Pierrot. Ouais, on va régler ça après. Alors, un autre point, si vous voulez faire un octogone, on peut diffuser aussi. Ouais. Un autre point, c'est que quand on parle d'un classique, c'est que c'est une société qui va dire que tel ouvrage est un classique ou tel auteur est un classique. Et finalement, le fait qu'une société dise qu'une œuvre donnée est un classique, ça ne nous en dit pas tant sur l'œuvre elle-même que sur la société qu'il dit. Et il y a les classiques ne sont pas éternels. Tu parlais d'Atali tout à l'heure, qui est un très bon exemple. Il y a 50 ans, c'était une œuvre très renommée, alors qu'aujourd'hui, c'est très largement méconnu. Et pourtant, c'est une tragédie de Racine, qui est un auteur classique, qui porte le cachet de classique. Et aujourd'hui, une œuvre, par exemple, je ne sais pas, l'illusion comique, qui était beaucoup moins présente dans les programmes scolaires il y a 50 ans, et la marotte d'un certain nombre de professeurs et étudiée dans beaucoup de lycées. Comment vous expliqueriez qu'est-ce que ça nous dit d'intéressant, le fait que certaines sociétés donnent plus ou moins de valeur selon le système de valeurs et selon qui tire les ficelles de l'éducation et aussi selon les hasards de l'histoire? Qu'est-ce qui fait que tel livre va être un classique à telle époque? Comment dire, pour répondre un instant, avant de laisser la parole de la recherche universitaire vous abreuver, je pense qu'il faudrait aussi s'entendre sur la façon dont on définit la société. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre Enfin, il est très clair qu'un livre dont personne parle ne sera jamais un classique. Ça, c'est très clair. Donc la question, c'est qui est-ce qui parle? Est-ce que c'est ton copain au bar, auquel cas il a la légitimité que c'est un livre qui va au moins t'en apprendre un peu sur ton copain, pourquoi pas? Est-ce que c'est les journaux? Auquel cas, le fait que tous les journaux, par exemple avec la rentrée littéraire, que les journaux parlent tous de livres, ils font clairement un peu avec les rouages des maisons d'édition, ils font un peu la renommée de certains livres qui cherchent à mettre en avant particulièrement avec des moyens financiers, avec des moyens politiques, de réseau, etc., contrairement à d'autres livres. Donc ça, c'est très clair. Mais bon, comme c'est un truc qui se reproduit tous les ans, ils ne cherchent pas vraiment à mettre en scène des classiques, ils cherchent à mettre en scène des têtes de gondole, uniquement, en tout cas pour aujourd'hui. Est-ce que ces instances de légitimation, c'est l'éducation nationale par les professeurs? Mais du coup, Madame Bovary, aujourd'hui, c'est un classique parce que les professeurs en parlent, mais c'est peut-être moins un sujet, par exemple, à l'université, où là, c'est une autre instance particulièrement. Et je pense que voilà, comment dire, la société n'est pas exactement un globi-boulga, et qu'il y a aussi des moyens de pression et des lobbies et des gens qui sont un peu influents, aussi des auteurs qui peuvent redécouvrir tardivement. C'est ce qui s'est passé pour la musique, par exemple. La musique, il y avait ce truc la musique classique dans le sens de la littérature classique n'avait aucun sens. C'est que les gens ils jouaient, personne jouait les trucs des autres. Vous voyez, Bach, il joue ses propres trucs, ses copains, ils aiment bien Bach, mais ils jouent leurs propres trucs, tout le monde improvise tout le temps. Et c'est au 19e où il y a tout ce truc un peu de revenir vers... Il y a eu une fissure dans l'histoire de France qui est la Révolution. Et donc, il faut un peu retrouver cet âge d'or, parce que là, on ne comprend plus rien, le 19e, c'est le bordel partout. Et ben, c'est à ce moment-là qu'il y a ce truc de revenir en arrière. Mais Beethoven, par exemple, il n'avait jamais écouté Bach, et il y a des histoires comme ça, qui sont de dire des gens qui reviennent a posteriori. Il y a Vermeer aussi. Vermeer, tout le monde, il était complètement oublié, puis c'est un chercheur au milieu du 19e, qui s'est rendu compte en regardant différents tableaux qui étaient anonymes qu'il y avait un style un peu similaire, et donc il s'est dit, mais ça c'est un seul type, il a fait des recherches, il dit c'est un mec qui s'appelle Vermeer, et il a regroupé 50 tableaux, et il a dit celui-là c'est trop bien, et donc il a réussi un peu à faire advenir le truc. Lui, c'était pas la société. Mais voilà, donc il y a plein d'instances, voilà. Absolument d'accord. Non, mais je me suis coupé d'un coup. Auto-coupé. Ouais. Ouais, je suis absolument d'accord sur le fait que, en fait, on voit bien que c'est une question qui est extrêmement complexe
a pas quelqu'un qui dit ça c'est un classique, ça c'est pas un classique. Il y a des phénomènes qui sont volontaires et qui sont issus d'une comment dire d'un oui, c'est ça, d'une volonté propre d'un groupe de personnes ou d'une personne en particulier, et des phénomènes qui sont parfois complètement involontaires. Il y a des phénomènes de patrimonialisation ou de classicisation qui sont extrêmement étonnants. Il y a par exemple, on parle de Attali. Donc, en gros, Attali, c'est étonnant. Parce que c'est pour ça que je pense que Jacques en parle parce que j'en ai parlé sur une autre chaîne qui s'appelle donc Dimanche à 10h, et j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus parce que je fais ma thèse là-dessus. Attali, Vie et mort d'un classique. Comment ça se fait que cette tragédie qui a été pendant au moins 200 ans, un ultra classique de la littérature française, avant même que la matière française existe, c'est-à-dire que la matière, vraiment, le français existe, se met en place, on va dire, dans les années 1850, en tout cas dans la deuxième partie du 19e, vraiment, ça prend vraiment corps à ce moment-là. En fait, Attali était déjà présente auparavant pour tout un tas de raisons. Avant même donc que le français existe, Attali était déjà là. Et Attali va être présent donc, pendant plus de 2 siècles. Et dans les années 50, donc vraiment en 80, dans les années 1980, 70-80, oubli complet. Aujourd'hui, normalement, si vous demandez à quelqu'un Attali, vous connaissez, il va répondre Jacques Attali, ou même pas. Mais voilà, en gros, on en est là. Jacques. Et donc voilà, et donc on en est là. Et donc la question, c'est comment ça se fait que cette œuvre-là, qui était ultra célèbre, a disparu. Et une des raisons qui peut être invoquée, c'est de dire, en fait, cette pièce-là, elle servait notamment pour le travail du par cœur. C'est une pièce qui a été très très importante au cœur d'un processus de l'apprentissage des textes. On disait auparavant, les classiques, c'est ce qui sert à être copié, ce qui sert de modèle. C'est ce qui sert de modèle. Et donc, Attali était apprise par cœur pour après pouvoir servir de modèle en rhétorique. À partir du moment où le par cœur a disparu des salles de classe parce que on ne faisait plus de la rhétorique mais de la littérature, et où on s'est dit ah oui, le par cœur c'est compliqué parce que ça empêche les élèves de penser par eux-mêmes, par exemple. En effet, il y a des gros inconvénients au par cœur. Il y a des inconvénients qui peuvent être pointés du doigt. Une pièce comme Attali va par exemple disparaître d'un coup, peut-être pour cette raison toute bête et toute pragmatique et complètement involontaire. Et donc, à partir de ce moment-là, ce ne sera plus un classique, c'est-à-dire partagé par tous, au sens de oh là là, ce film-là, c'est trop un classique. C'est-à-dire, c'est partagé par tous. On peut dire tu es comme Attali, et là, tout le monde comprend. Et en fait, là, actuellement, c'est plus du tout le cas. Oui, c'est ça, pardon, juste un instant, mais c'est que là, ça pointe un élément important qui est de dire aussi à quoi ça sert tout ça. C'est que ça sert non seulement à mieux nous comprendre, mais au fait que du coup, à partir du moment où on a des images un peu plus précises, ça densifie un peu le langage et les images qu'on peut donner les uns pour les autres. Et donc de dire effectivement, ah mais toi, t'es comme Phèdre, ou ça se réduit comme peau de chagrin, ou je sais pas quoi, et ben c'est aussi des images qui permettent de véhiculer des idées et de se faire mieux comprendre aussi de l'autre, quoi. Pardon, c'était juste pour rebondir sur ce point-là. Non, et c'est vrai qu'on l'avait pas du tout évoqué, mais c'est complètement vrai. Et on peut ironiser sur le fait de dire ah oui, t'es comme Phèdre, mais de fait, il n'empêche que on peut dans la vie de tous les jours dire ah là, ce type-là, il me fait vraiment penser à Tywin Lannister. C'est vraiment un père mais horrible, vraiment le type même Tywin, quoi. Et c'est quelque chose qu'on peut évoquer. Enfin, je veux dire que c'est pas du tout délirant d'imaginer ça dans une conversation. Alors oui, dire t'es comme Phèdre, de fait. Non, mais de fait, il y a des références communes qui vont être soit il y a eu des références dans la société, il y en a toujours des références à des classiques et c'est à des classiques de la littérature, et c'est pas du tout anodin, quoi. C'est qu'en effet, c'est des ouvrages qui participent à nous construire en tant que société et donc à mieux nous comprendre. Et c'est central quand même dans notre société. Je veux dire, les interactions humaines sont fondées sur des grands malentendus constants. Donc si on arrive, il y a les linguistes aiment bien dire la communication est le cas particulier du malentendu. Les vieux linguistes. Et de fait, heureusement si on arrive à avoir des œuvres ou des choses qui nous relient entre nous. C'est en ça que la culture, c'est extrêmement important. Ça nous aide à mieux nous comprendre et donc à moins nous faire la guerre. Je veux dire, on le voit tous là dans ce second confinement, mais on a vu aussi dans le premier. Un confinement, quand on est confiné avec d'autres personnes, c'est le moment où on se rend compte à quel point notre vie est cafée de malentendus constamment, quoi, des trucs tout bêtes où on s'en rend encore plus compte quand on est confiné parce que les malentendus explosent constamment au grand jour, quoi. Voilà.
donc voilà, tout ça pour dire que je sais plus pourquoi est-ce qu'on est arrivé là, mais si sur la question de Nathalie, mais qu'en effet il y a un intérêt central de la culture et du classique, parce que le classique va être un des piliers de la culture dans le sens où tout le monde peut s'y rapporter. Et il y a un intérêt central de cette culture-là parce qu'elle nous permet de vivre ensemble sans trop nous écharper. C'est beau, on dirait Jack Lang. Parce qu'on est en hiver, j'ai utilisé écharpé, j'aurais pu dire. Ouais, Voilà. et t-shirté. On Alors, ne voit une pas les question. réactions du public, nous, mais j'espère que les gens sont contents. Alors, Ou alors les ils gens, visitent les pas gens se trop, posent, mais- le peuple se pose une question Ah, qui d'accord. est comment peut-on savoir quels sont les classiques de demain? Quand on regarde autour de nous, quand on regarde les œuvres, est-ce qu'il y en a déjà, est-ce qu'il y a des œuvres sur lesquelles vous parieriez aujourd'hui? Ou est-ce que, pour prendre un exemple, exemple de la poésie fin 19e, il y avait des auteurs assez connus à l'époque, je pense à Sully Prudhomme, qui a été, les gens ne le connaissent pratiquement pas, et pourtant c'était le premier prix Nobel de littérature. Alors que, et à l'époque, Rimbaud, il était voué à sombrer dans l'oubli, ou pareil un peu plus tard Apollinaire, les gens n'auraient pas non plus parié sur lui. Et pourtant, plus personne ne connaît Sully Prudhomme, et Arthur Rimbaud est illustre, Apollinaire aussi. Je trouve que... Ouais. Pardon, mais je trouve qu'on voit qu'on parle à des étudiants de l'EM parce que les gars, ils veulent savoir sur qui investir, quoi. Non, mais je sais pas, là, j'avoue, il faut accepter de perdre son fric, hein. Faut tester. Nous, il y a forcément, dans les livres qu'on lit, il y a 50-50, quoi. Des trucs qui sont pourris et des trucs qui sont bien, quoi. Donc, je sais pas. La question de qu'est-ce qui va être le classique de demain, déjà de toute façon, en général, c'est une réflexion qu'on s'était faite avec Thiro, parce que j'y pense, parce que c'est souvent une question qui revient en conférence, c'est la question de la prospective. Et c'est intéressant quand même. Souvent, dans les différents, quand on parle à un public, le public, et même nous-mêmes en tant que public, hein, on se dit, mais alors, quelle prospective ils peuvent faire, etc., quelle vision de l'avenir ils peuvent avoir. Et je trouve qu'en tant que conférencier, en général, je trouve ça assez malhonnête de répondre à ces questions, de répondre à ces questions. Et moi, en tout cas, maintenant, je me méfie des conférenciers qui font de la futurologie, ou qui commencent à faire de la prospective, et surtout ceux qui font de leurs conférences là-dessus, parce que je me dis, enfin comment dire, quelle compétence peut nous permettre de prévoir l'avenir, d'autant plus quand notre seule compétence, à savoir la compétence historique et littéraire, nous montre bien qu'il est impossible de prévoir l'avenir. Posez-vous dans les années, vous l'avez très bien, et c'est intéressant d'ailleurs, Jacques, que tu aies évoqué la fin du 19e, à la fin du 19e, et qu'on ait parlé des chefs-d'œuvre aussi. On a dit les chefs-d'œuvre, c'est ce qui pour l'auteur est au top de sa propre production. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, la question du chef-d'œuvre aussi, elle est relative aux lecteurs eux-mêmes, et que elle va évoluer au fil de l'histoire, et que par exemple Atali à un moment était l'œuvre la plus connue de Racine, avec on va dire Phèdre par exemple, Phèdre et Atali, voilà, et ben en fait Atali va redescendre tout en bas, et Britannicus par exemple va devenir le super classique qui est enseigné dans les classes. Et donc les classiques de demain, ce qui est fou, je trouve, avec le cas par exemple d'Atali, c'est qu'on peut se dire qu'il est possible que dans 20 ans, c'est possible, des classiques, des ouvrages qu'on considère comme des hyper classiques soient complètement oubliés. Pour moi, la question importante, c'est pas tant qu'est-ce qui va devenir célèbre, mais qu'est-ce qui va être oublié. Et on peut pas y répondre, mais c'est quand même fou de se dire que, genre, Victor Hugo, si ça se trouve, parce que Victor Hugo, s'il n'y avait pas eu le film américain Les Misérables, s'il n'y avait pas eu des comédies musicales, des machins, et des commémorations, si on arrête les commémorations de Victor Hugo, est-ce qu'il continue à être lu? Si il est possible, par exemple, je ne sais pas, que dans 20 ans, en fait, on se dise que Les Misérables, ça paraisse ça nous évoque juste un film des années 2000 et rien d'autre. Et puis ça disparaisse complètement, et qu'un autre ouvrage de Victor Hugo, d'un coup, on se dit ah mais Victor Hugo c'est Les Châtiments. Si t'as pas lu Les Châtiments, t'as pas lu Victor Hugo. Et ça serait quand même étonnant, mais ce qui est fou, c'est de se dire que c'est possible et que ça s'est déjà produit. Voilà, c'était ma petite. Je voulais un peu évoquer ce retournement potentiel de la question. À méditer. Hashtag à méditer. Après, vous pouvez dire maintenant quels sont les ouvrages qui seront classiques dans 30 ans. Et dans 30 ans, vous ferez une conférence en expliquant pourquoi vous vous étiez trompé. C'est sûr. Non, mais le seul ouvrage qui est classique, c'est celui qui s'appelle classique. Rédec et Pierrot, Albin Michel. J'aurais le mec. T'en as pensé quoi, toi, de ce livre, d'ailleurs, Jacques? Moi Ouais. il se lit très rapidement. Il ne se lit pas forcément dans l'ordre. C'est une série de chapitres. Donc,
ça va être sur Baudelaire a-t-il vraiment tout raté? Je passe, il y avait Le divorce de Figaro, j'aime beaucoup le titre, avec non, à chaque fois des problématiques amusantes et puis on retrouve vraiment votre ton. Enfin, après, je dis ça parce que je suis votre chaîne depuis peut-être 4 ans, mais j'aime beaucoup qu'on retrouve votre ton. Tu lui dis, on t'appellera désormais le poil à gratter des puissants. C'est des grandes phrases de Pierrot, ça. Mais peut-être que pour densifier, alors, parce que là tu parlais de Baudelaire, ça peut être une occasion pour les gens, parce qu'en fait, ce livre, donc il démarre malgré tout par un résumé d'une page qui récapitule, qui rafraîchit un peu la mémoire, et puis ensuite il y a cette conversation un peu des deux personnages qu'on incarne. Et donc, on y pensait un peu avant, ça peut être une idée pour rendre les choses un peu plus concrètes pour les gens, de vous lire le résumé qu'on a fait par exemple pour Les Fleurs du Mal dans Baudelaire a-t-il tout raté. Je pense que ça pourrait montrer un peu quelque chose. Vous êtes d'accord, hein? Sinon vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Alors, le recueil le plus célèbre de la littérature française est un vaste cimetière. Si vous achetez Les Fleurs du Mal en librairie, pour le prix d'un muffin aux myrtilles, vous recevrez la deuxième version, celle de 1861. Elle est accompagnée de poèmes que Charles Baudelaire nommait Les Épaves, et puis d'autres poèmes qu'il souhaitait intégrer à une œuvre future sous le nom de Nouvelles Fleurs du Mal. L'ensemble ne compte plus 100 poèmes, mais 126, qui sont divisés en 6 sections et non en 5. Le deuxième, le poème Le Soleil, est désormais à la place 87. Le 59e est à la place 75, le 45e à la 49e, etc., etc. Autant dire que quand on ouvre Les Fleurs du Mal, c'est coton de faire la part entre l'ordre voulu à l'origine par l'auteur et celui qu'on va lire. En fait, l'architecture a été perturbée par la condamnation de Charles Baudelaire en 1857 pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. La nouvelle composition, elle permet d'éclairer le grand axe des poèmes qui est l'exil. Le poète se décrit comme arraché à son milieu idéal et jeté sur la terre, dans un monde où il est à la fois l'étranger, le monstre, l'impotent et l'incompétent. Il est le nul au pays du chiffre, là où rien ne compte, puisque tout se compte, c'est le monde des bourgeois. Le lecteur lit donc qu'un bel albatros est torturé sur le pont d'un bateau, qu'un cygne blanc erre dans les caniveaux de Paris, qu'un enfant monstrueux dégoûte même sa mère. Une question se pose alors, quel est ce lieu béni que recherche le poète et comment peut-il l'atteindre? Eh bien, la réponse vous coûtera un muffin aux myrtilles. Ouais, vous pouvez préférer le muffin aux myrtilles. Ouais, j'avoue. Donc c'est ça récapitule un peu ce fait de dire, voilà, et ensuite on rentre dans le vif du sujet. À travers avec des conversations. Et ce qui nous a intéressé justement dans ce livre, ça a été de mettre en scène ces conversations et d'essayer de travailler un arc qui est notamment, je sais pas si vous avez lu, c'était lu Jacques le Fataliste de Diderot. Oui, auquel vous consacrez toute une section. Oui. Oui, qui a une grande originalité. Oui, parce qu'il y a un travail dans Jacques le Fataliste. C'est un ouvrage vraiment que je recommande souvent au lycée. C'est un ouvrage qui fait vraiment souffrir les lycéens. Faut vraiment pas le faire. Enfin, pour moi, faut pas le faire lire au lycée. C'est vraiment un livre à lire quand on est grand. Et c'est vraiment trop drôle. Enfin, c'est vraiment un livre, en gros, où il passe du roman à la pièce de théâtre. En fait, il a une très très grande liberté. Et justement, on parlait de cette importance du classique qui va être fertile. Eh bien, Jacques le Fataliste, c'est un livre en fait à la base qui prend pour modèle un livre de Sterne, qui est un anglais. Celui s'appelle Tristram Shandy. Et en fait, Sterne, il va révolutionner le roman en envoyant tout balader, en disant non mais à partir de maintenant, on va créer un genre où en fait on va faire feu de tout bois et on va s'amuser, quoi. Il y a une sorte de fête chez Sterne. Et par exemple, ça se traduit tout simplement à un moment, il est au milieu de son de son livre, pardon. Et puis il se dit non mais finalement j'ai plus envie d'écrire, qu'il écrit ça, j'ai plus envie de vous raconter cette histoire. Je vais plutôt faire un dessin et puis dessiner une petite maison.
Voilà, et puis après, on tourne les pages, il n'y a rien. Il faut Et qu'il se trouve un il fait vrai des petits job. dessins et tout. Et vous êtes toujours là? Bon, bah, je vais continuer alors. Il continue l'histoire. Et il y a vraiment ça chez Diderot, où il y a ce truc-là où d'un coup, il passe à la pièce de théâtre. Il dit, et puis à un moment, il raconte une histoire et puis il dit non, mais bon, nos personnages s'endorment. Et pendant ce temps-là, et puis il part sur une autre histoire qui a rien à voir. Le livre se termine. Je vous spoil la fin. En fait, il n'y a pas de fin. Ça se termine sur 3 fins. Il se passe ça, ou alors peut-être que ça se termine comme ça, ou alors en fait ça se termine comme ça. Enfin bref, vous faites comme vous voulez. Moi, de toute façon, j'ai fini. Allez, ciao. Et ça se termine comme ça. Et il y a ce coup de génie de Diderot de réinventer comme ça un genre. Et il y a vraiment cette idée, ouais, que le classique, il est extrêmement fertile et il invente quelque chose. Moi, ça m'avait fait penser aussi à c'est un passage qu'on voulait vous lire, un autre passage qu'on voulait vous lire. Dans le livre, on commence à chaque fois par un résumé, et après on a cette conversation l'un avec l'autre, et donc c'est un peu comme une sorte de script, on va dire. Donc Rédec, Pirot, etc. Et on discute autour d'un sujet. Et notamment, par exemple, sur cette capacité du classique à produire quelque chose de nouveau qui va pas être fertile, qui va pas être stérile, pardon, mais justement qui va être fertile. Il y a ce truc-là génial chez Victor Hugo qui invente une voix. Cette voix de Victor Hugo qui est à nul autre pareil, hein, une voix sublime, nationale, patriotique, on va dire, mais d'un genre nouveau, sans être nationaliste ou voilà, c'est une voix à la fois de paix, mais en même temps ferme et qui voilà, il invente quelque chose. Et on a eu cette idée en disant, cette voix est tellement dans le sublime, dans les hauteurs et tout, qu'on a l'impression d'être dans un film américain et on a envie de rajouter à la fin de chaque phrase avec un bon gros gun. Et si on rajoute ça à la fin des phrases, voilà ce que ça donne. Cravate tenait la montagne jusqu'à l'Arche et au-delà. Il y avait danger, prénom, hein. même. Pardon. Cravate, c'est un prénom. Ah oui, évidemment, oui, c'est le nom d'un méchant. Oui, exactement. Donc c'est le nom du méchant. Cravate tenait la montagne. On est dans Les Misérables. Cravate tenait la montagne jusqu'à l'Arche et au-delà. Il y avait danger, même avec une escorte. S'étaient exposés inutilement 3 ou 4 malheureux gendarmes. Aussi, dit l'évêque, je compte aller sans escorte, avec un bon gros gun. Y pensez-vous, monseigneur? S'écria le maire, en levant son petit revolver. On l'a rajouté aussi. J'y pense tellement que je refuse absolument les gendarmes, et que je vais partir dans 1 heure avec un bon gros gun. Partir avec un bon gros gun? Partir avec un bon gros gun. Seul avec un bon gros gun? Seul avec un bon gros gun. Monseigneur, vous ne ferez pas cela. Il y a là, dans la montagne, reprit l'évêque, une humble petite commune, grande comme ça, que je n'ai pas vue depuis 3 ans. Ce sont mes bons amis, de doux et honnêtes bergers. Ils possèdent une chèvre. Donc de doux et honnêtes, ça c'est toujours Hugo. On a rajouté qui payent leurs impôts, mangent des tartes aux pommes et achètent des machines à laver américaines. On continue sur du Victor Hugo. Ils possèdent une chèvre sur 30 qu'ils gardent. Ils font de fort jolis cordons de laine de diverses couleurs et ils jouent des airs de montagne sur de petites flûtes à 6 trous. Ils ont besoin qu'on leur parle de temps en temps du bon Dieu. Que dirait-il d'un évêque qui a peur? Que dirait-il si je n'y allais pas avec un bon gros gun? Mais monseigneur, les brigands! Tiens, dit l'évêque, j'y songe. Vous avez raison, je puis les rencontrer. Eux aussi doivent avoir besoin qu'on leur parle du bon Dieu avec un bon gros gun. C'est con, mais c'est vraiment ça, quoi. Je sais pas, ça fonctionne trop bien. Franchement, c'est choquant. C'est choquant. Ouais, c'est vraiment ça, c'est de se dire, tu as vraiment une écriture à la Michael Bay. D'ailleurs, mais j'ai l'impression que ce chapitre, il est rapport avec les Transformers, non? Les Transformers Misérables, Age of Victor Hugo. Et en même temps, c'est choquant pour ceux qui mettent Les Misérables sur un piédestal. Et j'en viens d'ailleurs à une autre question. Est-ce que finalement, quand on met des œuvres, sur piédestal, c'est des classiques, il ne faut pas y toucher. Et est-ce que finalement le snobisme n'est pas l'un des moteurs, l'une des causes principales de l'établissement et l'alimentation de cette notion de classique? Le snobisme, tu dis? Oui. Et qu'est-ce que tu entends par le snobisme? Une sorte de violence symbolique de classe ou... À la fois une violence de classe et un goût qui serait dicté par une volonté de se distinguer. Ouais. Plus que vraiment ce qui nous plaît, nous. Se dire que le nouveau roman, c'est peut-être chiant comme la pluie, mais c'est intellectuel, donc ce serait classique. Il peut être une opinion. Ouais, j'entends. Je pense que il est très clair que la violence symbolique de classe joue un grand rôle dans le fait que c'est ce qui arrive en permanence.
Et nous, heureusement, on est un peu imperméable à ça, du fait de notre profession, si je peux dire. Mais c'est ce truc de dire, quoi, mais t'as pas lu? T'as pas lu l'étranger? Aussi, l'étranger était forcé parce que c'est à l'école. Mais ouais, c'est ça, t'as pas lu Belle du Seigneur, t'as pas lu Monterland, t'as pas lu je sais pas qui, enfin bref. Et donc, il est très clair qu'il y a ce rapport-là qui est très probablement hyper inhibant pour la lecture, pour le fait de se dire, non seulement j'avais pas très envie de le lire avant parce que voilà le genre de personne à qui ça plaît, mais en plus maintenant je me sens encore plus con, donc non merci. Mais je pense que s'il y a cette sorte de castration un peu vis-à-vis du lecteur, je pense que ce snobisme-là, il est aussi et avant tout castrateur du point de vue créateur, en fait. Parce que c'est des gens qui, du coup, ont un rapport à la littérature où ils le mettent tellement sur un piédestal que, en fait, probablement, ils essaieront jamais. Ils essaieront jamais vraiment. Et si d'aventure ils écrivent comme des gens qui n'ont rien d'autre à foutre de la journée, du type Emmanuel Carrère, oh, ça clash, hein. Wow. Eh ben, Nobody expects the Pierrot Inquisition. Eh ben, ils se disent jamais j'écris des classiques. Ils se disent moi j'écris parce que voilà c'est un peu comme ça, mais je ferai jamais quelque chose d'aussi bien, etc. Et donc c'est un rapport à la littérature qui je pense ouais, et vraiment, comment dire, un peu dévitalisé, parce qu'il n'y a pas ce rapport à la littérature de dire, en fait, non seulement je peux pas vivre autrement, enfin vraiment, c'est nécessaire pour moi, et en même temps, c'est du travail, et on y va petit à petit, et les fleurs du mal, comme on le raconte, c'est du bordel, et ça s'est jamais passé comme prévu, etc. Et c'est tant mieux que ça se soit pas passé comme prévu, parce que du coup, ça éclaire involontairement une autre dimension, etc., etc. Donc je pense que les gens qui disent les fleurs du mal, il faut pas y toucher, les misérables, il faut pas y toucher, c'est des gens qui probablement n'écriront jamais de leur vie et c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment dommage pour eux. Alors que des gens qui disent Victor Hugo c'est super, mais bon, je sais pas, c'est pas ouf, et ben probablement ils auront un peu ce truc-là de dire j'ai envie de faire mieux, j'ai envie de dépasser, j'ai envie d'essayer quelque chose. Et je pense que c'est un peu ça comme ça que ça démarre aussi souvent, c'est de se dire je reconnais l'héritage, mais je me dis j'ai envie de faire un truc en plus quoi. Ouais, et puis je suis complètement d'accord avec toi. Et en plus, il y a un truc un peu touchant quand même. Enfin, c'est assez touchant de voir des gens qui disent ah, il faut mettre ça sur un piédestal et pas y toucher, sachant que si on prend les plus grandes œuvres de la littérature française, je pense on prend Les Fleurs du Mal, on prend Les Pensées de Pascal, on prend Une tragédie de Racine, Phèdre, c'est que des livres qui ont 1000 versions d'eux-mêmes, qui ont 1000 versions qui n'ont pas forcément été. Les pensées de Pascal, ça n'existe pas. Il suffit de prendre une édition un peu la Cellier, par exemple, qui est une grosse édition un peu universitaire trop bien, pour comprendre que les pensées de Pascal, ça n'existe pas. On a retrouvé à sa mort tout un tas de feuillets sur sa table de travail. Il y en a qui sont, en plus, ils étaient imprimés recto verso. On ne sait pas exactement de quoi ça parlait. Un petit peu, on sait qu'il voulait faire une apologie du christianisme, qu'il voulait faire une histoire, une preuve de l'existence de Dieu par les miracles, etc., par les prophéties, etc. Bon, mais il y a probablement plusieurs livres qu'on a mélangés, on a appelé ça les pensées de Pascal. On ne sait pas Elias qui était, enfin bref, il y a des Elias qui avaient un titre de thème et à l'intérieur, le thème n'était pas respecté. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, les pensées de Pascal, c'est un livre qui n'existe pas. En tout cas, c'est pas de Pascal. Les pensées de Pascal, c'est un livre qui vient des éditeurs. En fait, c'est ça le problème, c'est que et c'est exactement la même chose pour Les Fleurs du Mal. C'est un livre, on le dit bien dans notre livre et on l'a bien lu, on l'a bien expliqué dans le résumé. Les Fleurs du Mal a été brûlé, on va dire, lors du procès. A disparu lors du procès et Les Fleurs du Mal n'existent pas. En tout cas, Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Baudelaire a fait avec, il a fait un ouvrage, mais c'était pas du tout son projet. Et de même, Racine, quand il écrit quand on représente une de ses pièces, enfin, ok, Phèdre de Racine, mais quelle Phèdre de Racine? Parce qu'en fait, il y a plein de versions. En fait, il y a des versions, après tous les 5 ans, il réécrit Phèdre, parce qu'en fait, l'occasion il réécrit ses préfaces, etc., pour des éditions collectives, machin, et donc il change, en fait, à chaque fois, en fonction de l'humeur du moment, pour prouver, au fur et à mesure, de plus en plus, que depuis le début, il était très, très classique, et que depuis le début, en fait, il avait bien son projet en tête. Et donc, les multiples réécritures de Phèdre, par exemple, alors qu'ils sont pas de fond en comble, mais parfois c'est quand même assez important. Parfois il y a comme des scènes qui disparaissent. Il y a des pièces où, alors, je sais pas si c'est le cas chez Racine, mais il y a des pièces où parfois des personnages disparaissent presque. Ouais, donc, ok, Phèdre c'est un classique,
mais quel Phèdre. Les pensées, c'est un classique. Le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte que la littérature, c'est un art collectif. Un art collectif entre l'auteur et les éditeurs, et avec le public. Il est clair que, et ça c'est le propos que je défends dans Fabrice Lucchini pour ou contre, Phèdre de Racine n'existe plus parce qu'on n'est plus au XVIIe siècle et qu'entre-temps, on a eu le XVIIIe, le XIXe et le XXe et que en fait, on est tout aveuglé, mais irrémédiablement. On est entre lui et nous, il y a tous ces siècles-là qui font qu'on ne pourra jamais avoir accès au Phèdre de Racine. Ça a disparu. Il y a le Phèdre de Racine plus le XVIIIe, le XIXe et le XXe siècle qui ont entre-temps fertilisé notre imagination et fait que quand on voit Phèdre, on se dit c'est un héros romantique, elle est déchirée entre la passion et la vertu. Mais déchirée entre la passion et la vertu, entre sorte le grotesque et le sublime, mais c'est hugolien en fait, c'est Victor Hugo, Racine. Et bah oui, en fait, on peut pas le voir autrement parce qu'il y a cet imaginaire entre le classique et nous. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose d'un peu touchant dans le snob qui dit il y a quand même Racine, il y a quand même Baudelaire, etc. Enfin, oui, mais ils sont perdus pour toujours et personne ne pourra jamais les lire. Ouais, et puis après, il y a aussi tout le rapport à la traduction aussi. C'est qu'aujourd'hui, il y a un rapport à la traduction qui doit être hyper précis, hyper respecté, et tu dois uniquement traduire le texte, et les éditions bilingues contribuent un peu à manifester ça. Mais au 19e, pendant tout un temps, où c'était pas vraiment un métier, mais c'était un peu les auteurs qui traduisaient, les auteurs et les autrices, et ben en fait, ils coupaient des bouts, ils changeaient, remettaient un peu leur sauce, je sais pas, ils faisaient, enfin, c'était évidemment de toute façon une autre œuvre, et en fait, c'était pas grave, parce qu'il y a presque un rapport un peu comptable, quoi, de dire, moi j'ai envie de connaître un seul livre, c'est un chef-d'œuvre, c'est le meilleur classique, parce que j'ai pas le time de toute façon, donc juste vous m'en donnez un qui est bien et qui va m'éveiller le monde, je sais pas quoi. Bah je sais pas, tu lis, tu discutes, tu racontes n'importe quoi, t'essayes tes trucs, tu fais de la poésie de merde que t'écris le soir avant de t'endormir parce que ça t'aide à t'apaiser, comme ça t'as pas des insomnies d'angoisse existentielle permanente. Et elle contribue autant à ton éveil littéraire que le fait de lire une tirade des Misérables. Enfin, il y a vraiment un rapport à, vous voyez, c'est vraiment ce truc-là. Enfin, je sais pas, on s'en fout, ça avance, ça change, t'improvises, tu fais n'importe quoi. C'est comme ça, quoi. Tu t'éveilles un peu ton sens positif. Et c'est aussi parce que du coup, in fine, quand ton copain ou ta copine, au sens de ami, il vient et il dit, tiens, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée et c'est dommage. Et ben, c'est justement tout ça fait pour que tu puisses répondre comme un frère ou comme une sœur et charitablement et d'être là pour lui. C'est que si tu t'es tapé tous les 3000 pages des Misérables et que quand ton copain ou ta copine il vient, il te dit j'ai galéré dans ma vie parce que machin il m'a dit ça et que tu lui dis bah de toute façon t'es un peu qu'un con et tu l'as mérité, et ben va te faire foutre, ça te sert à rien. Ça te sert à rien de connaître la date de naissance de Victor Hugo parce que au fond c'est à ça que ça sert. Tu vois, c'est pas de dire ah bah moi j'ai lu. C'est pas ça. C'est pas ça la littérature. C'est vraiment juste de s'éveiller et de grandir comme humain, comme humaine, quoi. Voilà. Oui, puis comme tu dis, le risque, c'est que pour te citer les classiques, c'est des livres à avoir lus et pas à lire. C'est des livres qu'on aimerait avoir lus. Ouais. T'as pas lu Les Mémoires d'Adrien? Ouais, c'est ça. C'est pour pas passer pour un con. Mais le mec qui te prend pour un con parce qu'il a lu les Mémoires d'Adrien, pas toi, bah, il a perdu son temps. Oui. Une autre question assez intéressante, c'est pensez-vous qu'on puisse écrire un classique intentionnellement avec cette visée dès le début du projet? Avec par exemple, on peut penser aux Mémoires d'Outre-Tombe où Chateaubriand est en train de bâtir son mausolée. Est-ce que tous les auteurs qui écrivent pour la postérité, est-ce qu'on peut vouloir avoir la volonté d'écrire un classique ou est-ce que ça tue directement l'œuvre? Franchement, c'est hyper intéressant parce que tout à l'heure, quand tu évoquais les classiques du futur, moi, ça m'a tout de suite fait penser à Houellebecq, qui écrit très visiblement pour devenir un classique. Je veux dire, ses derniers ouvrages, on lui a reproché d'avoir écrit, c'est pour lequel qu'il a eu La carte et le territoire pour avoir le Goncourt, parce que c'était un peu Goncourt friendly, quoi. Et de fait, il y a chez Houellebecq visiblement cette volonté de devenir un classique et d'être enseignant dans les classes, de séduire les professeurs. J'ai l'impression que Houellebecq s'est rendu compte que Annie Ernaux, qui est un peu l'autrice qui est devenue un classique, parce que c'est trop bien, mais elle est devenue un classique aussi parce que c'était une classique des professeurs. Houellebecq veut un peu suivre le même chemin, quoi. Et donc, est-ce que ça marche? Oui. Mais lui, en devenant un classique des médias, parce qu'il sait qu'il ne sera pas étudié à l'école, parce que c'est un peu trop trash, quoi.
Et donc, effectivement, en disant, je veux que tout le monde parle de moi, mais c'est vraiment aussi comme Frédéric Becbédé, quoi. C'est des mecs, enfin, on se dit, mais il y a pas de sens qu'on les connaisse. C'est simplement que les journaux parlent d'eux et donc ils sont propulsés, ils ont un avis sur tout de toute façon. Donc tu leur tends un micro, les mecs ils sont toujours prêts, quoi. Donc ouais, il est très clair qu'il y a des gens qui ont une sorte de stratégie. Après, est-ce que cette stratégie fonctionne à court terme? Peut-être parce qu'ils ont des réseaux, parce que je sais pas quoi. Mais à long terme, je sais pas, Ouais. ça se saurait. Par exemple, Racine avait vraiment j'ai fait mon mémoire là-dessus. C'est pour ça que j'y pense. Racine avait vraiment une stratégie pour être transmis, en tout cas à la postérité, ça c'est évident. Et derrière, dès qu'il meurt, eh ben, il y a Louis Racine qui fait ses mémoires et qui raconte la vie de Jean Racine, etc. Un peu pour en faire une sorte de saint national. Et c'était assez prémédité. Et il Ouais, y a mais tout un truc. En fait, par exemple, Racine réécrit au fur et à mesure ses préfaces euh, pour dire que depuis le début, il voulait faire ça, il avait ça en tête, etc. Et pour essayer un peu d'essentialiser un peu son œuvre, de rendre ça un peu éternel, une sorte d'objet éternel, quoi. Euh, donc, c'est évident qu'il y a des grands classiques d'aujourd'hui qui avaient un projet pour leur œuvre, un projet qui transcenderait un peu je veux dire, Victor Hugo, il avait évidemment un projet de grandeur qui était voilà et qui à mon avis avait pour objectif de dépasser malgré tout son propre siècle, quoi. Ouais, ouais. évidemment, il sentait que les circonstances allaient amener à sa postérité, que la République allait utiliser sa figure et que finalement c'était déjà pendant son vivant, peut-être comme d'autres, mais c'est un exemple très parlant, de monstre sacré, classique de son vivant. Mm. Oui, et pourquoi et ce pourquoi il avait machiné, il y a toute cette histoire des photos qu'il va prendre à Guernsey. Guernsey, ouais. Pour voilà, avec des trucs où il regarde, enfin t'as l'impression que c'est la photo de profil Facebook de ton pote qui est un peu gênant, quoi. Mais bon, après ça a contribué à marcher, mais je pense que cette stratégie vient quand même se doubler à un matériau qui est déjà un peu présent, si je peux dire. C'est que les deux marchent un peu ensemble. C'est que si tu fais un matériau qui est bien, mais que tu es hyper nul en communication, par exemple la chaîne YouTube Le Mock, je sais pas si tu connais, et ben effectivement c'est un peu compliqué, quoi. Si tu es doué que en communication mais que t'as rien, ça dure, ça fait pas long feu non plus. Donc je pense que pour Racine, certes il y avait la stratégie, mais que s'il n'y avait pas non plus le contenu des pièces, dont un certain nombre de gens trouvaient qu'elles étaient assez justes dans leur présentation des drames et des difficultés humaines, etc., et ben ça n'aurait pas marché comme ça. Mm. Hmm. Mais en tout cas, une chose qui est sûre et qui, à mon avis, est très intéressante, c'est que pour qu'une œuvre soit transmise, il y a aussi l'importance de pouvoir en parler, en fait. C'est-à-dire que c'est tout bête, mais à partir du moment, en parler simplement, à partir du moment où il y a une dimension vraiment marketing dans la transmission possible d'une œuvre et donc dans le fait d'en faire un classique et un objet du patrimoine, dans le fait de dire tiens, lis ce livre, lis Zola, c'est le naturalisme. Et en fait, en un sens, c'est un truc un peu bizarre où il faut pouvoir un peu tuer l'œuvre en la simplifiant au maximum, en disant Zola, c'est le naturalisme, tiens, et c'est trop bien pour pouvoir pour pouvoir la transmettre. C'est vraiment la base en fait de la communication, c'est que si tu peux pas parler simplement d'un objet et rapidement, eh ben cet objet il va pas avoir d'utilité pour la personne qui va le recevoir en fait. Et à mon sens, par exemple, ça a été j'en parle parce que par exemple c'était un peu le cas pour Attali. La pièce a disparu aussi parce que les profs voyaient plus trop comment en parler en fait, sans doute aux étudiants, parce que ça parlait notamment beaucoup de religion et de fanatisme, et c'est un truc qui dans les années 60-70 est pas trop central dans les questionnements populaires, quoi. La question du fanatisme religieux dans les années 70, ouais, c'est pas trop au programme. Hum. Et, et donc voilà, il y a un peu ce truc où ouais, on dit lis l'étranger, tu vas voir, c'est une réflexion de fou sur l'absurdité de la vie. Lis Macbeth, c'est une question de fou, une réflexion de ouf sur la tyrannie. Lis classique de Rédec et Pierrot, c'est une réflexion de fou sur la littérature. C'est vrai, on vous ment pas. Mais voilà, non mais il y a ce truc étonnant en fait, où à partir du moment où on peut plus résumer son propre ouvrage, eh bien, où on peut plus résumer un ouvrage, eh bien, il va sombrer aussi parce qu'il y a d'un côté, le classique doit être impossible à résumer, et de l'autre côté,
il doit être extrêmement facile à résumer. Et il y a ce truc assez étonnant où il faut que ça se tienne entre ces deux choses-là. Et par exemple, là, avec Pierrot, on est en train de lire La promesse de l'aube de Romain Gary pour le Arte Book Club, là, qu'on va reprendre donc, avec Arte La vie devant soi. bientôt. Pardon? La vie devant soi. T'as le mec La qui vie devant soi. Je parle de la promesse de l'aube parce qu'on a aussi, bref. La vie devant soi de Romain Gary, parce qu'on avait fait une vidéo sur la promesse de l'aube. La vie devant soi de Romain Gary, et La vie devant soi, il y a vraiment ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un roman c'est le petit Nicolas chez les Misérables. Donc très facile à résumer, voilà, c'est un enfant qui a une vie horrible, mais c'est trop drôle et trop mignon. Et de l'autre côté, c'est un chef-d'œuvre impossible à résumer. Et quand on est dedans, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette ovni? Je parlais par exemple tout à l'heure de Jacques le Fataliste, espèce d'ovni littéraire. On dit on peut faire ça, ouais, on peut faire ça. Et c'est dingue. Et c'est très fertile, je trouve, en termes d'écriture, quoi. Ils m'ont dit que c'était impossible, c'est pour ça que je l'ai fait. Photo de Victor Hugo devant sur Guernsey. On met une photo en noir et blanc et sinon on te lance sur LinkedIn, tu te crées un compte, C'est ça. Sinon, une autre question. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on puisse mettre des livres sur un piédestal simplement parce qu'ils ont été écrits par un grand auteur? Ce qui amène le rapport intéressant entre un auteur classique et une œuvre classique. On va dire d'un livre, c'est un Balzac. Et d'ailleurs, il y a un chapitre très intéressant de classique qui porte sur le Balzac Cinematic Universe, où vous comparez le MCU à la comédie humaine. Et vous voyez aussi ce qui différencie les deux. Finalement, d'un autre côté, Molière est un auteur classique. Est-ce que ça veut dire pour autant que tous les Molières sont des classiques? Non. Peu de gens auraient entendu parler de l'Impromptu de Versailles, par exemple. Si, moi je connais. Ah, tu connais pas l'Impromptu de Versailles? Loser. Bah oui, ouais. Mais après, je pense qu'il y a aussi que, comment dire, pour Molière, il me semble qu'il y a un cas un peu particulier, c'est que les pièces qu'on apprécie et qui ont été un peu, portées comme classiques chez lui, sont aussi les pièces que lui considérait en les écrivant comme étant celles qui seraient un peu classiques. Après, c'est comme quelqu'un qui avait une production de bâtard, donc, de ouf, de très importante. Et donc... on l'a perdu. Donc... On le fait parler pendant 1 heure et il parle comme un peu. J'essayais de trouver un mot qui tombait bien, mais bon, bref. Et du coup, il y a énormément de ces pièces dont il lui-même aurait dit, mais ça peut pas être classique, parce que, je sais pas, Monsieur de Pourceaugnac, par exemple, c'est un truc, je sais pas, c'est écrit comme ça, il y a un ballet dedans, donc en plus, de toute façon, s'il n'y a pas de ballet aujourd'hui, c'est un peu dommage, quoi. Et donc, il est très clair que c'était juste un peu comme ça pour amuser la galerie, et c'était, je sais pas, comme une petite commande, quoi. Georges Dandin, je sais pas, c'est un peu le même genre de truc. En revanche, quand il écrit Le Misanthrope, il est très clair que pour lui, il est en train de faire un peu événement, date, quoi. Et donc voilà, donc je pense que même Molière considérerait qu'il y a certaines de ces pièces qui méritaient pas d'être très, pérennisées. Dans le souvenir, méritaient pas d'être pérennisées. Oui, en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, on en a parlé pour Voltaire. On en parle souvent dans le MOOC, on en a parlé plusieurs fois, mais Voltaire, c'est quand même étonnant. Et c'est le cas aussi pour Racine, d'ailleurs. C'est 2 auteurs qui ont écrit un chef-d'œuvre, ce qu'ils considèrent être leur chef-d'œuvre. Pour Racine, il était historiographe du roi, donc il a écrit une histoire de Louis XIV qui a brûlé dans l'incendie de la maison de son fils. Et Voltaire a écrit tout un tas de pièces de théâtre qui ont fait partie des premiers classiques scolaires avec Attali. Et ces 2 auteurs-là ont eu leur chef-d'œuvre complètement soit brûlé, soit complètement oublié. Et aujourd'hui, la plus grande tragédie de Voltaire, c'est qu'on ne se souvient pas des tragédies de Voltaire. Et donc c'est quand même étonnant. Non, mais c'est quand même étonnant que on se dit, ah oui, est-ce que le chef-d'œuvre c'est juste parce que c'est d'un auteur? Ou un classique, est-ce qu'on peut dire, par exemple, les tragédies de Voltaire, c'est des classiques? Ce qui est étonnant, c'est que ça a été des classiques et ça n'en est plus, alors que Micromégas ou Zadig n'étaient pas des classiques et le sont devenus. Et il y a aussi cette idée, que évidemment, c'est mouvant et que de toute façon, la notion de classique, elle est vraiment relative à l'époque et à la société, comme on l'a dit, à la société qui va dire c'est un classique, puisque comme on l'a dit, voilà, un classique, qu'est-ce que c'est? C'est un incontournable d'une société ou d'une partie de la société qui va désigner un objet culturel en disant voilà, à partir de ce moment-là, on va investir cet objet culturel et il va être un lieu de référence en fait et de communication donc. Après là, je pense que ça retombe un peu sur l'idée de la stratégie de l'auteur.
Alors qu'il me semble que la question de Jacques portait un peu plus, à mon avis, sur le fait de dire est-ce qu'un type qui est aussi doué que Molière, comment est-ce qu'on peut admettre que parfois il a fait des pièces qui ne méritent pas du tout d'être des classiques, quoi. Est-ce que automatiquement un auteur classique produit des œuvres classiques? Oui, mais ce que je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que il y a en fait, quelque chose qui mérite pas d'être un classique, c'est vraiment discutable dans le sens où justement Voltaire considérait que ces petites lettres, par exemple, ces lettres, les lettres de Voltaire, voilà, sa correspondance était très loin d'être son chef-d'œuvre, alors qu'aujourd'hui on se bidonne, en tout cas moi avec collégien, je bidonnais devant la correspondance de Voltaire où il dit à Rousseau d'aller brouter de l'herbe et Rousseau qui au même moment écrit une lettre en disant Monsieur, je ne vous aime pas. Vous êtes vraiment méchant. Chaque ça commence. Monsieur, vous êtes vraiment méchant. c'est Ah ouais, mais c'est vrai, au moins lui, il n'a pas de problème avec ses émotions. Hein. Ah ouais, pour reprendre là où tu en es arrivé, finalement, donc le classique, c'est aussi une question d'air du temps, et il peut y avoir des classiques qui le sont pour de mauvaises raisons comparé aux intentions des auteurs. On peut, parce que je me fonde sur ce que je vois en commentaire, on peut penser à Cyrano, par exemple, qui a eu un succès complètement par hasard. Et quand on lit la presse de l'époque, il y en a beaucoup qui appréciaient l'esprit un peu gaulois, un peu fier dans le contexte de post-1870. Alors que plus tard, on peut penser qu'il y a d'autres qualités de la pièce qui auront fait son succès et qui auront contribué à en faire un classique. C'est vraiment... je vous laisse continuer sur cette idée de... Un classique, est-ce que c'est un peu la qualité intrinsèque de l'œuvre? Est-ce que c'est l'air du temps? C'est un peu des deux? Le cas de Cyrano, il est intéressant parce que on voit bien que historiquement, en effet, c'est d'un côté c'est le côté bravage de Cyrano, hein, c'est le fait de finir avec ce concept. C'est Cyrano toute la pièce est construite vraiment comme une énigme. La réponse finale est j'ai oublié, c'est le panache. Voilà, et le panache, c'est ce concept en fait qui va tant parler aux Français de l'après-guerre 70, puisque le panache, c'est perdre, mais en même temps réussir à gagner. Et en même temps, c'est un concept qui va continuer de parler. Qu'est-ce qu'il y a? C'est compliqué. Non, pardon, je voulais pas t'interrompre, j'agrémentais j'illustrais ce que tu disais. Oui. Oui, parce que pour préciser, parce que la guerre de 70 est perdue par la France contre la Prusse, et c'est une humiliation de ouf, et il y a une dette hyper importante, alors que la France pensait gagner, que Napoléon III est emprisonné comme un mec qui était nul, quoi. Et voilà, et donc il y a toute la revanche qui préparera du coup la folie de 1914 et le fait que tout le monde y repart tout de suite. C'est qu'on dit, mais les Prussiens, ils sont nuls et c'est nous qu'on aurait dû gagner, quoi. Et je m'en étais jamais... un peu ça. Exactement, et je m'en étais jamais rendu compte, mais en fait, Cyrano a eu un impact majeur, parce que Cyrano s'est publié en 99, je crois. Donc c'est un impact majeur, même sur la Première Guerre mondiale. Et ça, faut vraiment se le figurer, c'est-à-dire que... Ce que je viens de dire, non? Quoi? Ce que je viens de dire, non? Pas du tout. Non, mais c'est que... Jacques, c'est ce que je viens de dire. Edmond Rostand, il passait dans les classes en faisant des discours, en disant comme Cyrano, attention, allez les enfants, allez vous faire bouiller. Et le truc de fou quand même, c'est que lui, vu qu'il était asthmatique ou je sais pas quoi, il devait rester à Paris. Et donc résultat, il s'était vraiment un planqué de chez planqué. Et derrière, il disait, alors même si personnellement il disait mais non mais je peux pas. Et donc mais en revanche il faut que les enfants y aillent, etc. Et il a envoyé tous ses enfants se faire zigouiller, ses deux fils. Il leur a dit allez-y, sinon vous êtes des gros nuls si vous allez pas vous faire tuer à la guerre, quoi. Comme Cyrano, lui, il serait allé. Et donc Cyrano a fait son chemin quand même et a continué de rester un classique malgré tout après la guerre. Et après la victoire, qui en fait avait quand même un sacré coup de défaite. Et on s'est retrouvé en effet avec cette œuvre-là qui est une sorte de classique populaire, c'est-à-dire que quand on va le voir au théâtre, les salles sont toujours pleines, mais en même temps, qui d'un point de vue universitaire et même scolaire, est pas vraiment un classique. D'un point de vue universitaire, quand on en parle autour de nous, tout le monde dit oui, c'est un peu nul, quoi. C'est genre bien, mais il y a rien à en dire. Et en effet, il y a ce truc étonnant chez Cyrano qu'il s'agit plutôt, semble-t-il, mais en fait, c'est aussi qu'on place la littérature. En fait, le problème aussi, c'est justement cette définition du classique en disant un classique, c'est un truc qui a toujours quelque chose à en dire. Mais
c'est différent de dire il y a toujours quelque chose à en dire et de dire un classique, c'est il y a toujours un plaisir à le relire. Et l'exemple de Cyrano là-dessus, il est assez parlant. C'est qu'en fait, Cyrano, tu l'as lu une fois, t'as pas 15 000 trucs à en dire. Pour moi, Cyrano de Bergerac, c'est comme Jurassic Park. C'est le meilleur livre de tous les temps, mais il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est-à-dire que tu le revois à chaque fois et c'est trop bien. Non, mais en fait, c'est que c'est un chef-d'œuvre de scénario, en fait. Et quand on le revoit, en effet, à chaque fois, ça ne fait qu'avancer. C'est génial. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose à en dire si ce n'est justement au fond, c'est ça qui est assez étonnant, en fait. Les personnages féminins dans Cyrano de Bergerac, ils sont d'une pauvreté affligeante. Roxane est un monstre qui est d'une bêtise énorme. Et d'ailleurs, C'est-à-dire qu'il y a un autre mec qui lui Coquelin parle, qui est son meilleur pote, et elle reconnaît pas sa voix. Donc, on en est là, quand même. Pardon. Non mais surtout, non mais au-delà de ça, c'est quand même ce truc-là de ah oui l'esprit, je vous aime pour l'esprit, oh non c'était votre corps que j'aimais, etc. Enfin on est quand même au degré 0,1 de la connaissance de l'affectivité et de l'amour, quoi. Enfin c'est quand même un rapport à l'amour qui est quand même sacrément tordu, on en conviendra. Et donc c'est même pas de l'adolescence, c'est-à-dire que même les adolescents se rendent compte que aimer quelqu'un que pour son corps, c'est quand même que pour son esprit aussi. Et donc c'est quand même un truc où c'est voilà. Mais c'est un génie de scénario. Le scénario est hallucinant. Oui, Voilà. parce que Redec, les salles sont pleines. C'est le, Oui. c'est le degré 0,1 de l'affectivité, mais les gens vont le voir et ils vont pas le voir parce que il y a une psychologie très bien pensée derrière. Ouais, mais Exactement. après, les salles sont pleines, enfin, je sais pas, elles sont pleines devant Marvel aussi. C'est que, tu vois, ça dépend aussi un peu de ce qu'on propose. C'est qu'il y a aussi Oui, des c'est stratégies de divertissement, de captation de l'attention. Enfin, il y a des effets qui sont aussi un peu farcesques, quoi. Enfin, oui, comment dire, et c'est puis pas. Pardon, non, comme cet vas-y. échange, votre pièce est nulle, oui, mais le public l'a aimé, d'accord, mais il est bien le seul. Enfin, c'est Bah, Oui. oui, oui, après, comment dire, c'est simplement que il y a forcément un peu cet élément-là qui a de l'importance. Mais il est très clair qu'aujourd'hui, en relisant Cyrano, il y a quelque chose qui se passe et qui a lieu, c'est qu'on se dit, mais merde, j'ai l'impression que c'était le monologue intérieur que je me faisais quand j'étais ado à l'école et que je lisais des bouquins et que je disais, ouais, mais en même temps, toutes les filles, elles m'aimeraient bien pour mon esprit, et puis d'ailleurs, j'ai du panache, et d'ailleurs, je suis stylé, et je vais masquer le truc jusqu'à la fin, etc. Enfin, je sais pas, même la fin, elle ne marche que parce que Roxane, elle s'est pas remariée, et que du coup, il y a un peu ce truc d'absence, ou je sais pas quoi, et que effectivement, il révèle, il dit, et comment dire, il y a une lettre qui récite par cœur et qui était une lettre dont il prétendait que c'était Christian qui l'avait envoyée, alors qu'en fait c'était lui, etc. J'avoue que là on donne assez peu de détails, donc les gens qui n'ont pas lu la pièce, on est un peu désolé, mais on va faire très court sur la question. C'est juste de dire qu'il y a des facilités aussi un peu d'écriture qui me paraissent être des facilités aussi dans un truc un peu c'est une pièce de mec en fait. Il y a vraiment ce truc-là et qui je trouve n'a pas encore été un peu évoqué aujourd'hui dans cette question de la fabrication du classique, mais c'est vraiment deux mecs qui se battent pour une fille quoi. Et c'est surtout eux qui parlent. Et la fille, elle est uniquement objet de désir et elle est très peu sujet de l'action. Et que sur cette question de la fabrication du classique, je pense qu'il y a un livre qui est qui en tout cas pour moi a été décisif et qui je pense peut énormément plaire, c'est Une chambre à soi de Virginia Woolf. C'est-à-dire que on se dit à Virginia Woolf, parfois c'est un peu complexe stylistiquement, ça va chercher long, je sais pas quoi, mais Une chambre à soi c'est pas du tout ça. C'est un essai qui est très drôle et qui est très réussi, très bien structuré et hyper enlevé sur cette question-là, qui est de dire de Virginia Woolf qui, dans les années 20, donc les femmes en Angleterre viennent d'avoir le droit de vote, donc elles ont l'impression qu'il y a plein de choses qui vont se passer, et pourtant, dans l'université, il faut encore qu'on les autorise un peu à aller consulter à la bibliothèque, etc. Elle se dit, mais alors en fait, comment ça se fait qu'il n'y ait pas énormément de femmes autrices connues en 1920 alors qu'il y a Shakespeare et qu'il y a des gens qui sont super forts, etc. Et elle fait un peu tout un travail et qui la conduit notamment à dire, en fait, si Shakespeare avait une sœur qui était aussi douée que lui, aussi, c'est-à-dire vraiment avec l'infusion divine, quoi, vraiment le sens du don, le talent naturel, quoi, qui avait autant de choses à dire que lui, et ben en fait, elle n'aurait pas pu écrire toutes ces pièces-là, simplement parce que la condition de la vie des femmes au XVIe siècle, 16e, 17e en Angleterre, était des conditions dans lesquelles comment dire, il y avait un travail qui était en permanence demandé, il y avait des grossesses régulières, il y avait un soin, un soin domestique, il y avait énormément de choses
Et surtout, il y avait une sorte d'exploitation économique et qui était très compliquée à subir, et en tout cas qui ne dégageait pas de temps pour ça. Donc il y avait un manque d'argent, un manque de calme qui pour elle étaient des freins et qui auraient fait que si Shakespeare avait une sœur, elle aurait rien pu faire. Et c'est pour ça que Virginia Woolf dit, si vous voulez avoir plus de femmes qui écrivent, eh ben, il leur faut une chambre à soi, donc un lieu à soi quand même, c'est-à-dire un lieu calme pour travailler, et quelques livres de rente, c'est-à-dire de ne pas avoir le stress de se dire il faut que tous les jours dans la caisse il y ait ça qui rentre, quoi. Et que donc dans ces livres qui sont classiques, il est très clair que là, de ceux dont on parle, jusqu'au 19e, il y a une écrasante majorité d'auteurs masculins, et que c'est eux qui continuent de porter au nu. Et donc il est très clair qu'il y a tout un tas de travail historique à mener, et qui se mène déjà sur le fait de dire oui, une pièce comme Cyrano, elle met avant tout en voix des sujets masculins de la fin du 19e, et que ce que les femmes auraient eu à dire dans cette période-là était un peu passé sous silence. Et pour le XXe siècle, où il y a déjà des choses qui commencent à se passer, et ben là, il y a une quantité d'autrices connues et qui sont appréciées et portées au nu beaucoup plus importante. Et c'est toujours de plus en plus. Mais donc, dans cette formation du classique-là, c'est pas anodin que aussi on cite surtout des auteurs masculins. C'est parce que malgré tout, il y avait un peu tous ces éléments-là qui jouaient ensemble. Voilà. Et Tom a raison. Donnez-lui un cookie. On va arriver probablement à la fin de cette conférence. Alors, je vais vous laisser le mot de la fin, sans entrer dans la prospection. Est-ce que le classique de demain sera Houellebecq ou Jean-Claude Bologne? Bon, est-ce que vous avez... Je ne sais pas qui c'est Jean-Claude Bologne. C'est un auteur belge. Ah bon? Ah zut. C'est aussi un on adore les Belges. D'accord. S'il y a des Belges qui nous regardent, je ne sais pas. Donc, si vous voulez terminer par un mot sur les classiques ou sur classique, ou une citation latine, je vous laisse la parole. Les classiques de demain, je sais pas, j'ai envie de terminer en disant c'est dans le rap qu'on va le trouver. Non, quel enfer. Enfin, pas quel enfer, mais quel enfer cette phrase. C'est finir comme Télérama, quoi. Mais non, mais c'est parce qu'il y a quand même un truc qui est de dire, on parlait de la poésie qui se chante dans l'Odyssée, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc-là qui continue dans le fait d'une production permanente. Dans le rap, personne ne cite, enfin ne reprend d'autres, personne ne fait de cover. Il y a vraiment, chacun est tout le temps dans la production de soi-même, dans le fait d'essayer de parler de ce qui lui arrive, d'essayer d'être au clair, d'essayer d'inventer un nouveau langage, d'essayer de le musicaliser, etc. Parce que c'est comme ça que ça avance aussi. J'en sais rien, mais c'est juste pour continuer d'ouvrir et pour cesser aussi de parler uniquement de Maupassant et de Baudelaire, quoi. Voilà, moi je dirais ça, je dirais qu'il y a quelque chose à chercher là-dedans. Et qui forcément ne nous parle pas trop à nous parce que c'est pas trop notre milieu, mais on aurait tort de le négliger. Voilà. Radek ? Moi, je suis d'accord sur la dimension musicale, en tout cas, le rapport à la musique. En tout cas, je suis assez touché quand même par la dimension de la mémoire et du par cœur. Je trouve que c'est important et je trouve que c'est une chose qui est importante partout. En fait, on a une spécificité française quand même. Il faut bien voir que en Irlande, je pense au Japon, il y a tout un tas de pays où la poésie est souvent connue par cœur, mais la poésie contemporaine, quoi. Et en France, c'est pas du tout un truc qui se fait. Connaître aujourd'hui, en fait, en France, le problème de la poésie, c'est que la poésie contemporaine n'est pas apprise. Et c'est pour ça que c'est un effet, quelque chose de très bon de rappeler le rap, par exemple, qui est une poésie contemporaine qui est apprise par cœur et qui n'est pas un système de cover, etc. C'est important, ça, en fait, en effet. Ouais. Mais je pense que moi, ce qui m'intéresserait aussi, mais ce qui m'intéresse toujours d'ailleurs, c'est une diversité de production, etc. Mais voilà, non, je n'ai rien d'intéressant à dire pour finir, si ce n'est de te remercier, Jacques, et de remercier Ornella et de remercier votre salon de nous avoir invités. Et, merci à l'association libraire. Ouais. Voilà, alors merci à vous. On était très honorés de vous recevoir. On invite tous ceux qui sont là à suivre les conférences des jours à venir. Ça dure jusqu'à samedi. Oui. C'est ça, jusqu'à samedi.
suivez les conférences jusqu'à samedi. Et nous, vendredi, si par un plus grand hasard, vous ne pouvez pas suivre une conférence qui a lieu vendredi, venez regarder notre nouvelle vidéo qui sort, qui a été un poème de Anna Akhmatova, qui est le Requiem de Anna Akhmatova, donc on a sorti l'année dernière déjà, mis en musique par Fishback. Sauf que là, en un an, on a bossé avec une dessinatrice qui s'appelle Jeanne Ruel, une dessinatrice belge, justement, de talent. Nous saluons la Belgique. Et qui a fait un travail de dingue en partant notamment du travail de Georges Rouault, je ne sais pas si vous connaissez, pour mettre en dessin animé ce poème d'une dizaine de minutes de Anna Akhmatova. Anna Akhmatova, c'est la plus grande poétesse russe du XXe siècle. Elle nous est complètement inconnue parce qu'on ne connaît rien à l'histoire de la Russie parce qu'on est des Français et qu'on est nuls. Et que la France, c'est le mieux. La France, c'est le mieux, c'est le plus intéressant. Voilà, mais donc en tout cas, on voudrait vous inviter à venir voir ce travail parce que c'est un travail vraiment qu'on a adoré faire et surtout qu'on trouve formidable. On trouve que Jeanne a vraiment travaillé formidablement et Fishback, sa musique est merveilleuse. Donc, je vous encourage à suivre le salon, à aller vous abonner à la chaîne du MOG si ce n'est pas déjà fait, à regarder les vidéos de dimanche à 10h, la chaîne de Redec qui avait produit un certain nombre de vidéos. Et si ça vous intéresse, classique, si vous cherchez un cadeau, Noël approche, je ne sais pas, Albin Michel, classique. Trop chouette. Vous pourrez gagner jusqu'à 2 exemplaires samedi dans un jeu concours. Il suffira de liker notre post et de taguer 2 amis. Et oui, on régale. On régale. Génial, mais c'est formidable. Hein. Je viendrai taguer le post. J'en veux un autre. Bon, au revoir, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. À bientôt.